est le roi démon le plus puissant qui méprise toute l'humanité, mais comme le destin en a décidé, dans sa conquête pour exterminer la race humaine, un simple bébé fait fondre son cœur et il finit par adopter l'enfant comme le sien. Maintenant, il doit cacher ses véritables pouvoirs et prétendre être un simple perdant pour vivre dans le monde des humains. Au début de la série, elle suit son père à la ferme et une fois qu'ils ont terminé, il l'appelle pour qu'elle le suive à la maison. Elle regarde autour de la maison, elle regarde la carte d'Etzi et voit que juste après la carte, il y a des endroits sombres, très sombres, juste leur continent et des endroits sombres. Elle se demande pourquoi. En tant que fille très curieuse, elle regarde son père et demande « Qu'y a-t-il au-delà de leur ville ?» Une question à laquelle son père lui-même ne peut pas répondre. Il sait qu'elle est curieuse et veut vraiment lui donner une réponse, mais il ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas non plus. Il lui révèle que chaque humain, tout comme elle, est né curieux. Il voulait en savoir plus. Cependant, chaque tentative qu'ils ont faite pour entrer dans cet endroit sombre s'est terminée par une destruction. Il lui dit que dans ces endroits sombres, il y a 4 démons. Ces démons gardent l'ouest, l'est, le nord et le sud d'Etzi, et toutes les équipes qu'ils ont envoyées pour essayer de découvrir ce qui se trouve au-delà ont été anéanties, tuées. Elle est choquée. Cela signifie-t-il que c'est vraiment mauvais ? Elle se demande. Cela ne change rien pour elle. Son père lui dit que tant que les démons ne sont pas tués, il n'y a aucun moyen de découvrir ce qui se passe là-bas. Chaque problème devrait avoir une solution. Quelle est donc la solution à celui-ci ? Il lui explique en outre qu'il y a des trésors que les héros utilisent pour combattre. Seuls les héros qui possèdent ces trésors, des épées, peuvent combattre ces démons. Et jusqu'à ce qu'ils trouvent le héros, ils ne peuvent pas gagner. Cela l'excite encore plus. Elle veut être un héros. Elle veut se battre, c'est l'épée de Hayden, et si elle l'obtient, elle peut se battre. Et quand ils gagnent, ils peuvent voir le monde au-delà de leur carte et savoir ce qui se trouve dans les endroits sombres. Plusieurs années passent, notre Alisha n'est plus une enfant. Elle fait en effet partie des héros qui ont été choisis. Elle ferme les yeux et les rouvre dans le camion qui les conduit à la périphérie de la ville. Elle tient la chaîne autour de son cou, disant à son père que le moment est venu. Le moment est venu de se battre pour sa ville. Elle ne part pas seule pour ce voyage. Il y a plusieurs autres héros qui font aussi ce voyage. Au fur et à mesure que le voyage continue, ils commencent une conversation et se présentent. Il y a des personnes notables parmi eux. Minal, dont le trésor est Togonkyo, qui prétend ne pas savoir d'où il vient. Ils regardent Alisha et lui demandent de se présenter. Ils sont choqués qu'il y ait une femme parmi eux et elle ne prend même pas la peine de se présenter. Ils s'approchent des environs et un autre membre, Stéphane, dont le trésor est Tenma, les avertit qu'ils sont proches. Ils chuchotent entre eux qu'il est le plus fort ici. Soudain, le transporteur s'arrête et le conducteur leur dit que la calèche ne peut pas s'approcher davantage de l'endroit. Ils se préparent tous à descendre, mais ils n'ont même pas atterri que les démons commencent à les attaquer. En effet, quelques-uns d'entre eux meurent depuis la calèche et Stéphane leur crie de sortir et de se battre. Ils sortent en masse et ils divisent leur escouade en groupes. Les archers et les lanciers entrent en action et il dit aux autres qu'il va se mettre en paire avec Alisha pour combattre ceux qui restent. Et oui, Alisha a le trésor d'Iwatobama. Elle rejoint Stéphane et ils se battent ensemble. Elle est forte, charismatique, mais ce qu'il faut surtout noter chez elle, c'est qu'elle est très consciente de son environnement. Sur la montagne devant eux se trouve l'un des seigneurs démons. Il parle du monde du chaos. Il admet que le monde est né du chaos, mais si c'est vrai, alors lui aussi est né du chaos. Il a peut-être raison. Alors que la guerre continue, tous les héros sautent à travers les monts et les collines jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de la montagne. Stéphane, pour sa part, est excité. Il a été déclaré le plus intelligent et il est juste qu'il agisse en conséquence. Il leur dit que ce jour-là est le jour où ils seront déclarés comme des personnes fortes et ils doivent montrer aux gens qui les ont choisis qu'ils sont assez forts. Alors qu'ils atteignent le mont Lune, le seigneur démon apparaît. Il a l'air incroyable, si c'est le bon mot pour le décrire. Sa peau blanche et duveteuse, son regard, c'est terrifiant. Il est Clevite de la lumière du sud, Stéphane est repoussé, il admet que ce qui est devant lui est terrifiant, cependant, ils sont mandatés pour cela. Ils sont soutenus, ce sont des héros, et ensemble, ils feront de la légende une réalité. Alors qu'il se pousse à combattre, il est attaqué par Clevite de loin. Clevite le pousse contre le mur et le tue.
Tout le monde est choqué car Clevit ne s'est même pas approché d'eux. Un héros prend l'initiative de diriger et encourage les autres à se battre, mais Alicia prend son temps pour considérer l'environnement. Alors que les héros s'approchent de Clevit, il les tue tous sans même quitter l'endroit où il se tient. Alicia finit par comprendre ce qui s'est passé. Elle crie aux autres que Clevit les attaque depuis ses ombres. S'ils veulent survivre, ils doivent fuir ces ombres. Ils se demandent comment faire. Mais Alicia commence à sauter. Elle saute à travers la montagne et court. En effet, l'ombre se rapproche d'elle et elle est la première héroïne à voir l'attaque avant qu'elle ne frappe et à la combattre. Les yeux de Clevit brillent de choc. Peut-être que cela sera plus difficile que les aventuriers qu'il avait combattus plus tôt. Il s'en moque, mais cela éveille son intérêt. C'est l'humanité, la race humaine. Il n'a pas été en contact avec la race humaine depuis environ 1000 ans, mais d'après ce qu'il savait d'eux auparavant, ils sont censés être faibles, aussi faibles que des insectes, mais ce qu'il voit en ce moment, c'est qu'ils ont de la force. Ils ont une mission. Ils sont déterminés. Il ne sait pas ce qui les rend si forts et déterminés, mais pour savoir ce qui les pousse, il doit le découvrir. Tous les héros se battent contre lui et il les tue tous. Malheureusement, la dernière personne qu'il tue est Alicia. Elle s'envole vers le ciel et ferme les yeux face à la mort. Elle s'excuse auprès de son père et lui dit qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve. Eh bien, tous les rêves ne se réalisent pas et malheureusement, le sien est l'un de ceux qui ne se réaliseront pas. À Capital Hydelart, la capitale du royaume de Hyden, les habitants de la ville vivent leur vie comme d'habitude sans savoir qu'une menace se profile. Malheureusement, Clevit les attaque. Il surgit de la montagne devant la ville et tout le monde est effrayé. Mais Clevit est simplement intrigué, il ne se soucie pas d'eux, il veut juste savoir ce qu'il prépare. Il se souvient que les personnes qui ont attaqué son territoire prétendaient être des héros et qu'elles avaient été envoyées par le roi de Hyden. Donc son plan est de combattre tous ceux qui l'entourent pour atteindre le roi. Les villageois ont peur. Ils commencent tous à s'enfuir tandis que les chevaliers passent à l'action. Ils amènent leurs archers et l'attaquent. Ils ne les attaquent pas en retour. Au lieu de cela, ils survolent tous les toits pour se rendre au palais et voir quelle est leur force motrice. Les chevaliers augmentent la sécurité à la porte du palais et lui envoient plusieurs flèches. Cependant, elles ne peuvent même pas l'atteindre. Il observe toutes leurs attaques et se rassure. Ils ne sont pas aussi forts qu'ils le pensaient. Ils sont encore faibles et leurs attaques ne peuvent rien lui faire. Il lance une de ses mains contre le mur et un peu comme le mur de Jéricho, le mur s'effondre. Les chevaliers réalisent que c'est hors de leur contrôle, alors l'un d'eux court informer le roi qu'un démon les a attaqués. Le roi n'a pas l'air choqué. Pour qu'un démon les attaque, cela signifie une seule chose. Ils ne s'approchent pas du territoire humain, mais ils veulent son territoire, ce qui est une raison suffisante pour qu'ils les attaquent. Le roi s'approche de la porte pour protéger la lame, mais en l'ouvrant, Clévatès en sort. En jugeant par les accessoires et tout ce qui l'entoure, Clévatès n'a pas besoin de plus d'informations pour se convaincre qu'il est le roi. Il affirme que l'homme est le roi et parle dans la langue humaine, ce qui choque le roi. Il dit qu'un démon n'est pas censé parler la langue humaine et demande comment Clévatès peut parler leur langue. Le roi reconnaît qui est Clévatès, mais Clévatès lui dit qu'il est le seul à avoir la capacité de sauver l'humanité. Il n'a que quelques questions à poser, et les réponses que le roi donnera à ces questions détermineront si toute l'humanité sera détruite ou sauvée. Par toute l'humanité, il ne veut pas dire seulement les gens de Hyden, mais aussi les gens de Down, Org, Surada et Bent. Sa question est assez simple, qui sont-ils? Quel est leur caractère? Quelle est leur force motrice? Et pourquoi attaque-t-il le royaume des démons? Le roi ne voit pas de raison de rendre des comptes à un démon. Il dit qu'il ne répondra pas à ces questions et Clévatès ne demande même pas une deuxième fois avant de lui couper la tête. Clévat s'éloigne de là, supposant que les humains sont des menaces pour lui, donc il doit les détruire. Il dit que pour détruire toute l'humanité, il a besoin d'une équipe avec laquelle travailler. Il doit prendre son temps pour en constituer une. Alors qu'il s'éloigne, un bébé avec une mère mourante pleure bruyamment. La mère le tient avec ses dernières forces et Clévatès entend son cri et s'approche de lui. Voyant que c'est un bébé humain, il s'en soucie à peine. Cependant, la mère lui parle
Elle le supplie de sauver l'enfant. Cela le choque. Ne voit-elle pas à qui elle implore? Elle implore la véritable source de leurs problèmes. Il lui rappelle qu'il est là pour détruire l'humanité, et si elle veut blâmer quelqu'un pour la mort de l'enfant, elle devrait blâmer l'enfant d'être né humain. La femme mourante parle pour se défendre. Elle insiste sur le fait qu'un enfant n'a pas l'opportunité de choisir ce qu'il veut naître. Il s'en fiche. Cependant, il lui dit que si elle veut qu'il sauve l'enfant, elle doit lui prouver pourquoi il devrait le faire. Elle lui rappelle qu'elle est en train de mourir. Elle ne peut pas lui prouver qu'il en vaut la peine. Cependant, elle est sûre que l'enfant prouvera sa valeur quand il sera grand. Avec cela, elle rend l'âme. Il prend l'enfant. Il n'est pas convaincu, mais puisqu'elle affirme que l'enfant prouvera sa valeur, cela ne lui prend pas beaucoup de temps pour voir un humain grandir. Alors, il va observer et voir ce que l'enfant deviendra. Pendant ce temps, dans ce royaume immense, il y a 5 races humaines dans ce monde composées des Duns, qui sont les plus nombreux. Les Orgites, qui sont très courageux avec des cornes sur la tête. Ensuite viennent les Slaydins, qui sont essentiellement introvertis et n'aiment pas parler avec les autres races. Ensuite les Benti, qui ressemblent beaucoup à des bandits démoniaques, mais sont vraiment puissants. Enfin, les Aidnins, qui ressemblent beaucoup aux humains et sont les plus petits de toutes les races. Comme prévu, ils sont également la race la plus sage, avec la capacité de fabriquer des armes à partir de la vue arcane. Cependant, la famille royale est la seule à posséder la technique secrète pour le faire. Comme leur sagesse et tout ce qu'ils ont à offrir, ils ont vendu ces armes à la race Dun. Ces transactions ont conduit les deux races à entreprendre ensemble des aventures de développement d'intrigues, donnant naissance à des races mixtes. Même avec cela, il y a très peu de Aidnins purs. En dehors du royaume massif que ces races habitent, il existe des bêtes sombres à l'apparence sauvage, avec 9 queues comme Kurama dans Naruto. Pendant ce temps, quelque part dans les profondeurs des montagnes Luna, la bête massive à 9 queues, Clevitus, repousse quelques petites bêtes qui étaient sur le point de dévorer le bébé. Effrayé, le bébé commence à pleurer et Clevitus s'inquiète que le bébé atteigne bientôt sa date d'expiration. Il s'enroule autour de lui et se demande ce qu'il pourrait faire pour faire taire cette grande gueule. Brièvement, il place la pointe d'un de ses ongles sur la tête du bébé et celui-ci s'endort. En regardant le bébé, Clevitus imagine qu'il va bientôt lâcher une bombe de caca. Comme prévu, peu après, le bébé se réveille et recommence à pleurer. Cela l'énerve, mais il emmène le bébé pour trouver une solution. La seule solution qu'il trouve est de jeter le bébé dans un trou. Calme-toi, ce n'est pas le genre de fosse auquel tu penses. C'est juste un rempli de bestioles. Eh bien, pas le genre de bestioles nuisibles, mais celles qui se nourrissent de caca. Pendant que les bestioles profitent de leur dîner, Clevitus révèle sa croyance stupide que les humains grandissent en quelques nuits. Il se rappelle où il avait trouvé l'enfant et est complètement ignorant de qui est l'enfant. Il blâme son bon cœur d'avoir fait demi-tour pour ramasser l'enfant, mais assez de regrets. Que ferait-il de l'enfant? Heureusement, sa fierté en tant que seigneur des bêtes sombres l'empêche de songer à rendre l'enfant et il est déterminé à l'élever. Cependant, il ne peut pas le faire seul puisque l'enfant doit se nourrir et il n'a aucune connaissance du fonctionnement des humains. En regardant les corps sans vie qu'il venait d'acquérir, il choisit une femme nommée Alicia pour la ramener à la vie. Apparemment, son père avait été tué par des bêtes sombres et dans une passion mal orientée pour la vengeance, elle avait mené une armée pour attaquer le seigneur des bêtes sombres. Cela ne s'est terminé que par des larmes. Cependant, elle a heureusement une seconde chance dans la vie. À sa résurrection, Clevitus. Elle essaie d'attaquer Clevitus, mais se rend compte que son épée et tous les corps de ses camarades ont été jetés. Il affirme fièrement qu'il l'a ressuscitée avec ses pouvoirs obscurs, ce qui fait d'elle rien d'autre qu'une morte vivante. Elle ressemble à un zombie séduisant. Après avoir reçu cette information, elle est stupéfaite, la bouche grande ouverte. Elle se demande comment il peut parler la langue humaine si couramment, mais elle est quelque peu satisfaite d'être la seule survivante. Pas exactement. À ce moment-là, Clevitus lui ordonne de révéler ses oranges. En entendant cela, elle se croit très importante et est consternée par les avances du seigneur des bêtes sombres. Cependant, avant que ses pensées coquines ne deviennent plus sauvages, il l'informe du bébé affamé et lui ordonne d'enlever son armure et de sortir ses oranges immédiatement. Comme il avait infusé un peu de magie noire en elle,
Elle n'avait pas d'autre choix que de révéler les oranges. Lentement, elle soulève son haut à contre-cœur et finit par obéir à l'ordre. Après l'avoir fait à contre-cœur, il est choqué de découvrir qu'elle n'a pas de lait. C'est tout à fait attendu de la méchante sans expérience d'entraînement. Juste pour qu'il sache, elle éduque Clévitus sur le fait qu'une femme doit avoir accouché avant de pouvoir avoir du lait. La honte de montrer ses oranges la rend très embarrassée et elle le supplie de la tuer, mais il ignore ses supplications. Pendant que les deux se disputent, le bébé recommence à pleurer. Au lieu de trouver une solution, les deux s'engagent dans des bavardages inutiles sur la façon dont il a trouvé le bébé humain. Fatigué de ces petites discussions, Clévitus insiste pour qu'elle trouve une solution à la fin de l'enfant. Même si elle n'a aucune idée de comment élever un enfant, elle est forcée de révéler qu'il aurait besoin d'une femme avec du lait pour nourrir l'enfant. Maintenant, la question se pose: comment en trouver une? En réponse à cela, Alicia révèle qu'il devrait en engager une, mais aura besoin d'argent pour le faire. Étant si fauché, Clévite n'a pas d'argent, mais avec l'abondance d'arcanacite dans la grotte, il pourrait amasser beaucoup d'argent. Elon Musk aurait besoin de prendre des notes. Pendant qu'il réfléchit à cette option, Alicia envisage de l'attaquer, mais comme elle n'avait pas son épée, il n'avait pas d'autre choix que de rester immobile. Après un bref moment de réflexion, Clévites accepte qu'il trouve quelqu'un avec du lait pour nourrir le bébé. Il est sur le point de sortir quand elle l'informe qu'il est impossible d'aller en ville sous sa forme actuelle. Vu sa taille, il finirait par effrayer tout le monde qu'il croiserait. D'abord, il propose d'emmener le bébé en ville lui-même et de lui trouver une mère. Cependant, Clévites n'envisage pas cette option car il ne veut pas que le bébé sorte de sa vue. À la place, il se transforme en garçon humain. Bien que son déguisement semble convaincant, ses 9 queues continuaient à s'agiter derrière lui avec une petite corne sur sa tête. Il finit par rétracter les queues dans une ouverture ombragée sous lui. Même avec cela, la corne reste visible, mais il ne semble pas s'en rendre compte et Alicia décide de garder le silence. Avant de partir, il pense à un nom pour lui-même et l'enfant et choisit Clène pour lui et Luna pour l'enfant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il cherche à connaître le nom d'Alicia et elle le lui révèle. Après cela, ils se dirigent vers une petite rivière. À leur arrivée, Alicia prend la responsabilité de baigner l'enfant. Pendant qu'elle le fait, elle est interrompue par Clène, mais continue seulement pour être récompensée par un peu de pipi sur son visage. Clène critique essentiellement tout ce qu'elle fait comme une belle-mère agaçante, de la façon dont elle nettoie l'enfant à la façon dont elle s'enveloppe, en précisant les endroits sur lesquels elle devrait se concentrer en le nettoyant. Après avoir nettoyé l'enfant, il est très excité. Cependant, Clène pense que les insectes mangeurs de caca ont fait un meilleur travail de nettoyage qu'Alicia. Les deux arrivent au camp d'Alicia et le trouvent vide. Cependant, elle révèle qu'ils avaient gardé tous leurs objets de valeur ailleurs. Avant qu'ils ne se rendent à cet endroit, Clène lui ordonne de prendre un bain car elle puait comme une candidate visant le record du monde Guinness pour le plus grand nombre de jours sans prendre de bain. De plus, il lui remet les vêtements utilisés pour envelopper l'enfant à laver et en le faisant, elle découvre qu'il porte le blason de la famille royale idonienne. Immédiatement, elle comprend que cet enfant est de sang royal. Pendant ce temps, dans les décombres du château, un soldat arrive en courant pour trouver des survivants, mais est stupéfait par l'ampleur des dégâts causés par le Seigneur des Ténèbres. La vue de cela lui rappelle le plan de la princesse héritière de fuir le royaume avec son enfant avant le chaos. Il blâme la folie du roi pour la destruction du royaume, mais espère trouver au moins un survivant. D'un autre côté, le général Drell et certains de ses hommes observe ce qui reste du royaume idonien. Il ordonne à l'un de ses hommes d'informer l'empereur à ce sujet, avertissant que s'ils n'agissent pas rapidement pour prendre la terre idonienne, une autre race le fera. Sa principale raison de vouloir qu'ils prennent Hayden est le secret de l'artisanat de l'arcanacite, que seule la famille royale idonienne connaît. Alors, tandis qu'il retourne rassembler ses soldats, il donne des instructions à son second. Ménard doit chercher des survivants de sang royal et s'assurer de les lui amener. Ailleurs, Alicia confronte Clène avec le tissu à armoirie et l'accuse d'avoir enlevé un enfant de sang royal. En l'entendant dire cela, Clène est aussi surpris que choqué. Il révèle qu'on lui a confié l'enfant par quelqu'un qui a exactement la même apparence humaine qu'il a choisi. Même si Alicia croit fermement qu'il ment, il lui ferme la bouche et révèle qu'il a tué le roi parce qu'il l'avait attaqué en premier.
Cependant, il s'attend à ce que beaucoup de gens recherchent l'enfant pour obtenir le secret de la fabrication du site Arcana. Ravi de la révélation de l'enfant royal, il est déterminé à faire de l'enfant un roi dans l'espoir de pouvoir dicter comment les choses se passent dans l'ombre. Le fait qu'il considère l'enfant comme son serviteur effraie Alisha, qui regarde avec peur. En l'entendant dire cela, Alisha se demande si elle n'a pas empiré les choses en révélant la véritable identité de l'enfant. Pendant ce temps, Clem demande qu'il se dépêche de trouver une femme avec du lait pour remplir le ventre de l'enfant. Pendant qu'ils partent, Alisha essaie de se calmer en pensant qu'il serait impossible pour les humains d'accepter Clem avec la corne sur sa tête. Cependant, elle oublie le fait que les Orgites ont des cornes similaires qui pourraient rendre Clem acceptable, bien qu'elle croit fermement que les humains le découvriront et détruiront ses plans avant même qu'ils ne commencent. D'autre part, elle a réalisé à quel point Clem est obsédée par Luna et elle croit que la mort ou la disparition de Luna pourrait signifier la fin de toute la race humaine. Avec cela à l'esprit, elle se donne pour nouvelle mission de s'assurer qu'aucun mal n'arrive à Luna. En chemin, des bandits attaquent et frappe Clem à la tête en premier. Quand Alisha réalise qu'ils ne sont que des bandits, elle suppose qu'ils seraient une proie facile pour le puissant seigneur des bêtes sombres. Malheureusement, Clem tombe au sol après avoir été frappée et commence même à saigner abondamment. En voyant cela, Alisha crie comme une petite fille et finit par recevoir un coup à l'arrière de la tête, ce qui la fait s'évanouir. Elle est choquée que même avec le pouvoir sombre de Klevets en elle soit si faible. Un peu plus tard, Alisha se réveille avec une vue qui semble montrer qu'elle est entourée par ses soldats en route pour attaquer Klevets. Avant qu'elle ne se sente à l'aise à Disneyland, Clem ordonne à l'idiote de se réveiller. À ce moment-là, elle se réveille à la réalité qu'ils ont été capturés par les bandits. Mais Clem révèle cela avec un sourire sur le visage. Si vous avez aimé ce récapitulatif, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et évidemment, laissez vos likes aussi. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Surtout, activez votre cloche de notification pour ne pas manquer le prochain récapitulatif quand il sortira. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez en sécurité. Ils sont dans la charrette des bandits où de nombreux autres captifs sont assis à côté de Clem. Clem tient le bébé, Luna, avec un sourire calme, ce qui inquiète davantage Alisha, car elle ne sait pas ce qui se passe. Elle remarque que Luna dort et demande à Clem comment il a réussi à le calmer. Clem explique que Luna pleurait il y a quelques instants, mais que tout va bien maintenant puisque le trajet est tranquille. Luna se déplace parmi les autres captifs pour se rapprocher de Clem et lui chuchote, demandant pourquoi lui, l'un des plus puissants rois démons ayant jamais vécu, s'est laissé capturer volontairement. Elle pense qu'en changeant son apparence, la force de Clem a également été réduite. C'est pourquoi il a été assommé d'un seul coup. Clem dit que son hypothèse est proche, mais pas tout à fait correcte. Il explique que la façon dont il a changé son apparence a également rendu son corps aussi fragile que celui d'un humain, ce qu'il ne savait pas. C'est pourquoi, lorsqu'il a été frappé par surprise par derrière, il a été assommé. Donc essentiellement, le système de défense naturel de Clem est maintenant faible, mais en utilisant ses pouvoirs, il peut le renforcer. Alors la question est, pourquoi Clem n'a-t-il pas encore essayé de s'échapper de ce pétrin? La raison de Clem est que, puisqu'il est maintenant déguisé en humain, il prévoit de garder ses véritables pouvoirs cachés jusqu'à ce que Luna devienne le prochain roi. C'est pourquoi il laisse les événements actuels se dérouler tels qu'ils sont. De plus, Clem souhaite en savoir plus sur le monde humain, y compris pourquoi ces pauvres gens ont été enlevés. Et c'est pourquoi il a choisi de ne pas s'échapper. Réalisant à quel point Clem est ignorant de tout, Alicia explique à son idiot qu'ils ont été capturés par des bandits qui prévoient très probablement de les vendre à des marchands d'esclaves. Dans tous les cas, Alicia demande à Clem de ne pas juger les humains en se basant sur le comportement des bandits, affirmant que les bandits sont les pires parmi eux. Peu après, la calèche arrive à la base des bandits et les captifs sont divisés en deux groupes, l'un avec les hommes et l'autre avec les femmes et les enfants. Un des captifs tente de s'enfuir, ce à quoi le chef des bandits, Degarn, sourit littéralement en sachant que cet imbécile vient de signer son arrêt de mort. À juste titre, car quelques secondes plus tard, un autre bandit lance un poignard sur le captif en fuite, le poignardant dans le dos et mettant fin à sa misère. Avec le malfaiteur parti pour de bon, Degarn avertit tous les nouveaux captifs de ne pas commettre la même erreur, car s'ils le font, ils subiront le même sort. Il se tourne ensuite vers Alicia, lui disant de venir avec lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, il commence à l'entraîner vers sa chambre dans le but de découvrir son complot,
Clem se demande ce qu'il doit faire lorsqu'une femme nommée Carm, que je suppose être responsable du département des femmes et des bébés de ce gang de trafic humain, le remarque immobile. Voyant qu'il a un nouveau-né dans les bras, Carm appelle son serviteur, Neru, pour s'occuper de Luna. Le travail de Neru ici est de nourrir les bébés qui sont capturés. La base des bandits se trouve dans une carrière et au fond de la fosse se trouve un bassin d'eau où repose au fond une lame rouge légendaire. Mais la lame est protégée par quelque chose de monstrueusement fort. Quoi qu'il en soit, il semble que j'ai mal jugé le caractère de Degarn car il est révélé qu'il a seulement amené Alicia à Broco. Broco est le chef par intérim du gang de bandits, les Crows. En l'absence de leur véritable patron, Jazak, Broco a apparemment usurpé la position de chef des Crows, mais personne n'ose protester à cause de sa bête de compagnie, Betty, qui peut littéralement déchiqueter n'importe qui. Alicia reconnaît cette bête comme un démon occidental et est surprise d'apprendre que Broco a réussi à la dompter. Broco communique avec Betty et Betty lui dit qu'elle veut jouer avec un humain mâle. Alors Broco lui dit de se sentir libre de choisir l'un des deux bandits qui sont venus ici avec Alicia. Mais avant cela, il révèle pourquoi il a amené Alicia dans son bureau. Les bandits, bien sûr, ont tous les cristaux magiques qu'Alicia a collectés à la base de Clen. Broco sait aussi que ces cristaux viennent du Mont Lune, le repère de Clévitès. En se basant sur les preuves et le fait qu'Alicia ne s'est pas mouillée en voyant Betty, il conclut qu'elle est l'un des 13 héros envoyés de Hayden pour tuer Clévitès. Broco suppose qu'Alicia était en route pour retourner à Hayden avec ce sac plein de cristaux magiques, alors il annonce la mauvaise nouvelle. La capitale royale a déjà été détruite par Clévitès. Cependant, il affirme que ce n'est pas exactement une mauvaise nouvelle pour les Crows, révélant qu'il a une lame rougeâtre. L'épée Mana Heidlart que seule la royauté de Hayden sait fabriquer. L'épée de Braco, bien sûr, est une fausse, et sa bande vend ses contrefaçons à des gens assez stupides pour ne pas connaître la différence. Maintenant que toute la famille royale s'est déconnectée de ce monde de façon permanente, les prix des épées Mana Heidlart vont monter en flèche. C'est un excellent moyen de gagner de l'argent, mais Braco s'intéresse à quelque chose de plus, le plus pur des épées Heidlart, forgées par les rois de Hayden et remises aux héros. Braco est certain que tous les autres héros ont péri aux mains de Clévette, et qu'Alisha n'a échappé qu'en abandonnant ses camarades. Il demande à Alicia où est son arme et où sont les armes des 12 autres héros de Despont. Comme Alicia refuse de répondre, Braco ordonne à Dagarn et Satch de l'emmener à la base de Clevette pour chercher les trésors. Dagarn suggère qu'il serait peut-être mieux de prendre Alicia pour récupérer un autre trésor déjà sur leur radar. Mais Braco insiste pour s'en tenir au plan initial. Il dit aussi à Dagarn et Satch de ne pas hésiter à faire un peu d'exercice avec Alicia avant de partir pour s'assurer qu'elle ne cause pas de problème pendant le voyage. Pendant ce temps, Clem travaille comme serveur à l'auberge des bandits, dirigée par Carm. De nombreux bandits essaient de faire des avances à Carm et Clem, le remarquant, ne peut que se demander à quel point ces gens sont vraiment horribles. D'un autre côté, Neru nourrit Luna avec le lait que le père de Luna a oublié de ramener à la maison. Neru a d'autres responsabilités aussi, car elle travaille également comme serveuse ici et se fait maltraiter par les clients, qui sont tous des bandits. Clem sert docilement et patiemment de la viande aux bandits, et beaucoup d'entre eux sont impressionnés par son service. Carm, cependant, ressent quelque chose de troublant. Tout le monde ici suppose que Clem est un orc à cause de ses cornes, mais sa peau est trop pâle et ses yeux ressemblent à ceux d'un tueur. Deux bandits commencent à embêter Neru et l'entraînent pour faire quelques tours avec elle. Ils continuent toute la nuit et laissent la pauvre fille couverte de blessures et de contusions. Elle ne se plaint pas cependant, et une fois qu'ils ont terminé, elle retourne tranquillement à l'auberge pour soigner Luna. Les deux bandits qui ont torturé Neru commencent soudainement à se sentir faibles et étourdis, et ils sont littéralement effacés de ce monde lorsque Clem révèle qu'il était derrière cela, rendant justice pour la pauvre Neru. Neru s'y rend pour nourrir Luna et trouve Luna dans les bras de Clem. Elle ne sait pas ce qu'il a fait aux deux hommes qui l'ont molestée et elle est juste intéressée à nourrir l'enfant à nouveau. Elle porte Luna et l'emmène dans une remise pour le nourrir. Clem s'assoit avec elle et lui demande de lui parler d'elle. Il se demande si elle fait aussi partie des Crows et ce qu'ils font. Elle essaie de s'arrêter pour expliquer, mais il lui demande de continuer et de simplement parler. Il est seulement curieux d'elle et ce n'est rien. Elle révèle qu'elle a toujours grandi à cet endroit. Sa seule identité est qu'elle est membre des Crows.
Elle n'a jamais eu de père dans sa vie. Et tout ce qu'elle avait, c'était une mère. Cependant, lorsqu'elle était enfant, elle n'a jamais vu le visage de sa mère, juste son dos, mais elle savait que sa mère était esclave parce qu'elle se faufilait pour voir comment les hommes molestèrent sa mère et avaient des relations intimes avec elle. Cependant, quand elle avait 12 ans, sa mère a disparu. Elle ne savait pas si sa mère était morte ou si elle s'était enfuie. Tout ce qu'elle savait, c'est que ce soir-là, elle mangeait son repas quand certains des hommes sont venus la voir et l'ont frappée. Pendant les années suivantes, sa vie était misérable. Elle a réalisé que c'était sa mère qui la protégeait. Il la battait tous les jours et elle a fini par vivre comme du bétail jusqu'à ce qu'elle rencontre Sœur Carme. Carme lui a dit qu'elle pouvait satisfaire les hommes et si elle les satisfaisait, ils oublieraient de la maltraiter et seraient satisfaits d'eux-mêmes. Elle a décidé de suivre Carme cette nuit-là et elle a appris comment satisfaire les hommes. Bien qu'elle ne puisse pas être comme Carme, elle savait que la vie s'améliorait. Au moins maintenant, elle a du travail et elle peut aussi nourrir ses enfants grâce à son excès de lait, donc elle est satisfaite aussi. Clène se demande pourquoi elle a du lait maternel alors qu'elle n'a pas d'enfant. Elle lui révèle qu'elle était enceinte, mais qu'elle a eu une morti-naissance. Son enfant bougeait dans son ventre et cela lui donnait des raisons de vivre jusqu'à ce que soudainement l'enfant sorte mort. Quand les sages-femmes lui ont dit que l'enfant était mort, elle se voyait sombrer dans un monde froid. Elle pensait qu'elle allait mourir aussi. Et pour être honnête, cela lui convenait. Elle ne voyait aucune raison de continuer à vivre et supposait que si elle mourait, elle se réunirait avec son enfant. Cependant, elle a soudainement commencé à se sentir réchauffée. Ses yeux se sont ouverts à la vie à nouveau et elle a vu un enfant d'environ 6 mois tenir, suçant son lait maternel. Elle était satisfaite de voir que l'enfant luttait pour vivre et pouvait dépendre d'elle. Alors, elle a pris l'enfant et l'a nourri. Cela lui a donné une nouvelle raison de vivre. Elle a nourri l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse et plusieurs autres enfants sont venus chez les Crows. Et elle les a nourris aussi. Les voir vivre grâce à elle suffit à la rendre heureuse et satisfaite. Elle révèle qu'elle avait aussi essayé d'avoir ses propres enfants 2 fois, mais cela n'a pas fonctionné pour elle. Clène est fatiguée d'entendre tout cela. Il lui demande d'arrêter et lui demande si elle le suivra comme nourrice de Luna. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de la prendre. Mais il n'a pas de raison de ne pas la prendre aussi, et puisque Luna l'aime bien, ce sera un avantage pour lui. Luna tapote son corps comme si elle la voulait avec eux. Clène donne à nouveau l'option à Neru. Veut-elle le suivre comme nourrice de Luna, ou restera-t-elle là et laissera-t-elle ces salauds l'utiliser comme ils veulent ? Elle sait en effet que c'est une excellente offre. Cependant, ce serait manquer de vision de l'accepter, puisqu'il est aussi un esclave, du moins à sa connaissance. Elle lui dit qu'elle souhaiterait autrement, mais qu'elle ne pourrait pas le suivre. Sa raison étant qu'il est aussi un esclave, et elle a d'autres enfants qu'elle aimerait nourrir et donner l'espoir de survivre. Elle lui donne Luna et part. D'autre part, le gang emmène Alicia sur un pont et lui dit de marcher. Lorsqu'elle arrive au milieu du pont, elle s'arrête et regarde en bas. Ils supposent qu'elle veut sauter et lui disent qu'il n'y a aucun moyen qu'elle survive à ce saut. Elle regarde plutôt la rivière devant elle, elle peut voir des gemmes à l'intérieur de la rivière et elle sait ce que c'est. Avant qu'elle ne puisse dire ce qu'elle pensait, ils lui ont dit que c'était la rivière où le héros légendaire, Cord, est mort. Elle le sait aussi. Juste là, un des esclaves défie qu'il entrera dans la rivière et s'ils rapportent ce qu'ils veulent, ils le libéreront, lui et sa femme. Sa femme l'encourage à y aller, rappelant aux salauds qu'ils doivent les libérer. Cependant, au moment où il saute dans la rivière, des monstres arrivent et le dévorent. Alicia savait que ces gangs n'allaient pas le libérer. Cet endroit est El Bishaft. Il y a plusieurs monstres qui sont entrés dans le monde il y a 300 ans à cause d'une inondation. Et son épée, Arvand VI, est dans cette rivière. Alors il voulait quelqu'un pour la récupérer. Cependant, c'est impossible. Elle les traite de salauds parce qu'ils savaient que le garçon mourrait. Et ils n'ont même pas bien attaché sa corde. Il lui rappelle qu'elle n'est pas là pour leur donner des conseils. Et l'homme qui va la battre est juste devant elle. Elle regarde l'horrible homme Pito qui saute sur son pont pour la combattre. Il s'imagine en train de lui enlever ses vêtements et dit qu'il va la déshabiller. Avant qu'il ne s'approche d'elle, elle lui casse une main et lui prend l'épée. Puis, elle coupe la corde sur le pont et saute du pont. Elle se parle à elle-même en disant qu'elle fait confiance aux paroles de Clène, selon lesquelles elle ne mourrait pas en sautant du pont. Va-t-elle survivre? Le corps d'Alicia est complètement écrasé et défiguré à cause de la chute. Les deux bandits en haut ont peur de ce que Braco pourrait leur faire s'ils le découvrent. Alors, ils décident de descendre pour confirmer si Alicia s'est définitivement déconnectée de ce monde. Pendant ce temps, Alicia reprend conscience, réalisant que Clène l'a effectivement transformée en morte vivante.
Pour l'instant, elle ne peut bouger que son œil gauche et est incapable de sentir ou de bouger quoi que ce soit du cou vers le bas. Elle se demande si elle devra être paralysée pour le reste de sa vie. Dans tous les cas, elle ne veut pas bouger un muscle pour que les bandits au-dessus pensent qu'elle est morte. Mais soudain, les vaisseaux sanguins près de ses yeux se déplacent et forment le visage de Clem ou Clevitess, qui est seulement là pour la traiter d'idiote pour avoir perdu autant de sang. Alicia ne comprend pas pourquoi Clem est là et pourquoi cette forme de lui le fait ressembler à un petit chiot flottant. Clem explique que sa forme dépend de la quantité de sang magique qu'Alicia possède. Puisqu'Alicia est utile à Clem, c'est pourquoi il va utiliser ses pouvoirs pour forcer le sang magique en elle et lui assure que tant qu'elle a ce sang en elle, elle se rétablira complètement, sauf pour les parties qui se sont complètement détachées de son corps. Dans ce cas, Alicia demande à Clem pourquoi il ne la guérit plus et Clem explique qu'il prend juste un moment avec elle parce qu'il veut qu'elle pose une question. Clem informe d'abord Alicia qu'il s'est trouvé une nourrice pour Luna, Neru, un membre des bandits. Clem précise que sa compréhension du monde humain est très limitée. Pourtant, il croit que Neru est molesté et abusé ici. Et c'est pourquoi il lui a offert une chance de s'échapper avec eux. Mais ce qui le déclenche, c'est que Neru l'a refusé sans y réfléchir à deux fois, et cette partie est ce qu'il ne comprend pas. Il demande à Alicia pourquoi Neru voudrait rester dans cet enfer. Et Alicia, en réponse, suppose que Neru voit peut-être Clem et Luna comme des esclaves. Et les esclaves ne sont pas autorisés à partir. C'est pourquoi, lorsque Clem lui a fait cette offre, Neru n'a pas cru un instant qu'elle avait la moindre chance de s'échapper de cet endroit. Clem comprend et demande à Alicia ce qu'il devrait faire pour la convaincre de venir avec lui. Alicia pense que le moyen le plus simple serait qu'il élimine tous les bandits ici, mais Clem refuse de le faire car il croit que cela pourrait compromettre son plan de rester sous couverture. Alors, il demande à Alicia de le faire pour lui. Cette idée est solide car personne ne soupçonnera jamais une héroïne comme elle d'éliminer tout un groupe de bandits. Alicia hésite parce qu'elle ne pense pas avoir ce qu'il faut, mais Clem ne prend pas non pour une réponse et fait comprendre à Alicia qu'elle doit terminer sa tâche avant la prochaine fois que Luna ait faim. Il pousse ensuite, forçant tout le sang magique à rentrer en elle, ce qui la fait breakdancer et retrouver sa forme parfaite. En attendant, plusieurs bandits ont sauté et sont à la fois effrayés et confus de voir ce héros à moitié mort faire du breakdance de nulle part. Alicia halète, cherchant de l'air, alors que son corps souffre à chaque fois que ses os brisés se ressoudent. Degarn, le chef des bandits, ne sait pas ce qui se passe, mais malgré tout, il ordonne à ses subordonnés d'attraper Alicia et de lui briser les membres 7 fois pour qu'elle n'essaie plus de s'échapper. Alors que le premier bandit s'approche d'Alicia, elle le laisse tranquillement lui poignarder le bras, puis le frappe au loin, prenant son épée et son cache-œil au passage. Avec cette épée, elle enlève ses chaînes et met le cache-œil, se préparant pour le combat. Pendant ce temps, Clem part à la recherche de Neru à nouveau, promettant à Luna qu'il réussira 7 fois à persuader Neru de devenir sa nourrice. Au cas où Luna s'inquiéterait pour Alicia, Clem la rassure en lui disant qu'Alicia ira bien parce qu'elle est la seule humaine à avoir réussi à érafler ses cornes pendant leur combat. Carme convoque Neru et la réprimande pour ne pas avoir nettoyé le désordre dans la cuisine. Carme remarque à quel point Neru est heureuse même si elle vient d'être maltraitée et battue et cela lui fait penser que quelque chose a dû se passer. Neru, en réponse, déclare qu'elle est juste curieuse de savoir à quoi ressemble le monde extérieur puisqu'elle n'a jamais quitté cet enfer depuis sa naissance. Carme soupçonne que Neru veut partir, mais Neru explique que ce n'est pas la raison et qu'elle est simplement curieuse. Étant simple d'esprit, elle laisse échapper par accident que quelqu'un lui a demandé de quitter cet endroit avec eux et révèle à Carme sans pression que c'était un esclave. Brocco surprend Neru, mais avant qu'il ne puisse agir, Carme le fait et gifle Neru pour avoir même pensé qu'elle sortirait avant elle. Brocco entre dans la pièce et s'enquiert du bébé, laissant entendre qu'il a l'intention d'utiliser Luna pour quelque chose à l'avenir. Il dit alors à Neru de venir avec lui et Carme réalise instantanément qu'il va la punir. Mais que peut faire Carme? Elle ne peut pas s'opposer au patron, alors elle reste là, terrifiée, et quand Brocco et Neru sont hors de vue, elle pousse un soupir, se demandant comment les bébés seront nourris maintenant, sous-entendant que Brocco va tuer Neru. Clem arrive, tenant Luna, et Carme suppose que Clem veut que Neru nourrisse le bébé.
Déjà irrité et énervé, Carme dit à Clem que personne ne peut plus nourrir le bébé parce que Neru a commis une grave erreur en rêvant de quelque chose d'inaccessible. Clem exige que Carme soit plus précise et alors que ses yeux fixent Carme comme le monstre terrifiant qu'il est, Carme se sent obligé de lui expliquer la situation. Broco n'a pas de bonnes intentions pour Neru, mais elle ne le sait pas. Cependant, lorsque Carme a vu qu'elle était emmenée, Carme a deviné que quelque chose n'allait pas et elle avait raison. Broco emmène Neru dans une grotte et quand elle y entre avec lui, elle est choquée par ce qu'elle voit. Elle est née parmi les Crows et y a toujours vécu, mais elle n'est jamais venue ici auparavant. Elle lui en parle et il lui dit que c'est un endroit où il crée ses Magicores. Il lui explique en outre que les Magicores peuvent être utilisés pour plusieurs choses. Il lui dit même que la lampe qu'il tient dans sa main a été créée par un Magicore. Il y a plusieurs grottes à l'intérieur, et chacune d'elles contient ce qu'ils ont créé. Il l'emmène dans la grotte, et quand ils descendent, elle voit un crâne humain. Elle s'inquiète, mais il dit que le crâne n'appartient pas à un humain. Puis, la lumière s'éteint. Elle l'appelle, lui disant qu'elle ne peut pas voir. Il explique que c'est une erreur, et dit même qu'il va rallumer la lumière maintenant. Au moment où il rallume la lumière, elle voit son troll nommé Betty devant elle. Elle a peur. Elle a peur. Elle crie, mais il n'y a personne pour l'aider. Il lui dit que le troll a été maîtrisé par magie et que les Crows est une équipe créée sur la base de la confiance. Et pour qu'elle envisage de quitter l'équipe pour rejoindre quelqu'un d'autre, elle a brisé la confiance qu'il avait en elle. Personne ne peut décider de partir, donc elle doit être punie par la mort. Elle crie et supplie pour de l'aide, tandis qu'il ordonne à Betty de la dévorer. Elle essaie de courir et tend les mains. Elle regrette de ne pas avoir pris la main de Clem plus tôt quand il a essayé de l'aider. Elle tend les mains, espérant que la main que Clem lui avait tendue plus tôt reviendra, mais il n'y a rien de tel, du moins jusqu'à ce qu'elle entre dans la bouche de Betty. Mais juste au moment où le monstre l'avale, Clem arrive et Luna pleure bruyamment. Il conclut à Luna que manger et être mangé est le cœur de la personnalité humaine. Même les démons doivent manger sans parler d'un monstre, donc il ne blâme pas le monstre de manger. Il ne se blâme que pour son retard. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi un troll se laisse contrôler par un simple humain. Un humain de petite taille comme Broco d'ailleurs. Broco est embarrassé qu'un enfant puisse lui parler de cette façon. Il dit que Clem veut juste mourir et il ordonne à Betty de manger Clem et le bébé aussi. Cependant, Betty connaît son aîné, il connaît son maître et il ne peut pas faire ça. Betty se sent étouffée par Neru qui l'a mangé et même sans que Clem ne fasse quoi que ce soit, Betty recrache Neru. Neru sort blessé. Une partie d'elle est blessée et brisée, mais il y a encore de faibles souffles qui viennent d'elle. Clem sent qu'il pourrait la ranimer, mais il a autre chose à gérer, Broco. Il dit à Luna que seule Luna peut consoler Neru, alors il place Luna sur les restes de Neru et commande à une corne de les emporter. Ils partent immédiatement et Broco est choqué. Il n'a jamais vu un tel niveau de pouvoir auparavant et il insiste sur le fait que Clem a utilisé de la magie. Clem ne sait même pas ce qu'est la magie, alors il essaie d'expliquer la magie. Il sort un Magicore et explique le genre de choses qui étaient entrées dans le minerai pour le créer. Il révèle que la lampe dans sa main contient un minerai magique qui lui permet de contrôler les trolls et d'autres monstres, bien qu'à ce moment, il ne soit capable de contrôler que les trolls femelles. Comme il voit que son contrôle sur Betty s'affaiblit, il relâche le minerai. Et juste au moment où l'odeur envahit toute la zone, Betty revient sous contrôle, même Clem peut sentir le mauvais présage venant du minerai. Betty se débat sous sa chaîne et essaie d'attaquer Clem, qui esquive l'attaque. Il se rend compte qu'il ne sait pas grand chose sur les humains, et c'est pourquoi il ne peut pas les prédire. Il se met en colère contre Alice pour ne pas lui avoir parlé des minerais magiques. D'un autre côté, Betty essaie aussi de naviguer dans sa situation, les bandits sont nombreux et elle a du mal à s'y retrouver. Elle se souvient quand elle s'entraînait avec son père enfant, comment son père lui avait parlé de son coup faible à l'époque. Ce jour-là, son père lui a dit qu'elle hésitait avec son coup et lui a conseillé de ne plus jamais le faire. Il lui a appris que pour s'améliorer avec son coup, elle doit s'assurer de ne pas hésiter, car quand elle le fait, cela montre à son adversaire qu'il y a de la peur en elle. Et avec cette peur, elle perdra son sang-froid et perdra. En ce moment, il est évident qu'elle est dépassée. Elle a beaucoup de gens à combattre et son noyau de mana s'affaiblit. Parce qu'elle puise sa force du sang que Clan lui a donné, cela la rend encore plus faible plus rapidement. Elle a aussi besoin d'une meilleure arme, car sinon elle sera vaincue. Alors, elle commence à courir vers la rivière.
Elle veut obtenir l'arme du héros, Arvensis, dans la rivière. En courant, elle se demande ce qui pourrait arriver si elle se fait attraper, car ils lui feront subir des choses horribles. Les bandits se demandent aussi si elle veut sauter dans la rivière, car personne n'a survécu à cette rivière depuis 300 ans. Ils sont idiots, car ce n'est pas son intention. Elle saute au-dessus de la rivière, vers l'échafaudage. Ils réalisent qu'elle ne saute pas dans la rivière, alors ils sautent pour la suivre. Cependant, quand elle arrive en haut, elle coupe l'échafaudage, et la plupart d'entre eux tombent dans l'eau où ils sont dévorés par les monstres de la rivière. Au milieu de leur confusion, ils découvrent qu'elle a disparu. À leur insu, elle est sous la rivière. L'avantage qu'elle a par rapport aux héros d'autrefois est qu'elle ne peut pas suffoquer. Elle s'est assurée de respirer suffisamment avant de sauter dans la rivière, donc elle prévoit de retenir son souffle pour que les monstres ne la remarquent pas. Et elle coulera au fond de la rivière où elle prendra l'arme. Réussira-t-elle à le faire ou mourra-t-elle? Alors que le tonneau coule jusqu'au fond du lac, la pression de l'eau commence à faire mal à Alicia. Même si elle ne peut pas mourir, elle ressent une douleur immense. Mais elle continue à endurer jusqu'à ce qu'elle aperçoive l'épée légendaire. Une grande partie de son corps est engourdie en raison d'un manque d'oxygène, mais elle continue à plonger pour atteindre l'épée. Mais au moment où elle est sur le point de la saisir, un œil gigantesque s'ouvre, révélant qu'elle et l'épée ne sont pas au fond du lac. En réalité, ils sont assis sur un monstre colossal. Désespérément, Alicia essaie d'attraper l'épée, espérant que ses pouvoirs augmenteront ses capacités suffisamment pour qu'elle survive. Le monstre l'avale tout entière, ainsi que l'épée, et avec le dernier de ses forces, elle parvient à la saisir. À cet instant précis, elle se souvient des paroles de son père, qui lui a dit qu'elle possède plus de talent que quiconque pour libérer les pouvoirs de l'épée légendaire, et que cela fait d'elle une héroïne exceptionnelle. En entendant cela, Alicia trouve la force nécessaire pour continuer à se battre, et elle parvient à sortir de la bouche du monstre. Son ventre a été ouvert à cause de la morsure du monstre, et elle commence à perdre beaucoup de sang, le sang magique de Clem. Mais en tant que mi-humaine, mi-zombie, elle reste consciente, se concentrant sur le déploiement des capacités de l'épée. Alors qu'elle s'empare du mana de l'épée, elle abat l'épée vers le bas, générant suffisamment de propulsion pour la soulever vers le haut. Selon Alicia, l'épée a des capacités aquatiques, semblables à celles des poissons, qui la rendent parfaite pour combattre sous l'eau. Alors, elle se demande comment son utilisateur, le héros légendaire, l'a-t-il perdu. Elle suppose que le héros a dû perdre contre cette bête colossale d'une manière ou d'une autre, et peut-être que la bête est un démon ancien. Dans ce monde, des démons colossaux ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années et aiment rester cachés. Peut-être qu'en raison de l'excavation de minerais magiques par les gens, cette ancienne bête démoniaque a été déterrée. Et le héros légendaire, qui ne savait pas que ce lac était son repère, en est devenu la victime. Dans tous les cas, elle continue de brandir l'épée et nage vers la surface quand elle remarque de nombreux cadavres frais dans l'eau, tués par les petits monstres. Alicia ne s'inquiète pas des petits monstres, car elle est bien plus forte qu'eux et elle se fraye littéralement un chemin à travers eux. Lorsqu'elle émerge enfin et atteint la surface, elle trouve les bandits à deux têtes qui l'attendent. Ils remarquent qu'elle brandit l'épée trésor, mais envisagent quand même de l'attaquer, car ils n'ont pas une seule cellule cérébrale dans leur petite tête. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, la bête colossale émerge également et utilise ses tentacules semblables à ceux d'un poulpe pour dévorer tous les humains qu'elle peut voir. Avec l'aide de l'épée, Alicia parvient à se défendre, mais elle sait qu'elle ne peut pas affronter la bête seule. Elle décide de laisser le monstre tuer tous les bandits et commence à s'éloigner de la scène lorsque les chefs des bandits l'appellent, la suppliant de sauver leur vie. Ils promettent de faire tout ce qu'elle leur dit et lui assurent qu'ils quitteront les Crows. Mais Alicia sait mieux que quiconque que ces enfoirés ne manqueront pas une occasion de la trahir ou de trahir quelqu'un d'autre si l'occasion se présente. Alors, elle s'apprête à partir, et la bête colossale fait le reste, forçant les bandits à quitter ce monde définitivement. Alicia, en tant que héroïne, s'inquiète de laisser une telle bête calamiteuse seule, mais comme c'est un type aquatique, elle pense que la bête ne quittera pas ces lieux. Quoi qu'il en soit, elle a éliminé tout le groupe de bandits, comme l'avait ordonné Clem, et elle se demande ce qu'elle doit faire maintenant. C'est alors que Clem lui parle à travers leur connexion magique de sang, lui demandant si elle a terminé sa mission. En jugeant par son flux sanguin, qui tremblait énormément il y a quelques minutes à peine, Clem suppose que le travail est fait. Mais à cause des blessures qu'elle a subies, il réalise qu'elle a dû beaucoup lutter.
Alicia n'en revient pas de l'audace de ce type. Elle lui dit qu'au lieu de rester là sans rien faire, il devrait venir l'aider, l'informant qu'elle s'est retrouvée dans un sacré pétrin face à un démon colossal. En entendant cela, Clem s'excuse auprès d'elle, affirmant qu'il était occupé à gérer ses propres problèmes, ce qui surprend Alicia. Elle n'a jamais pensé que le roi démon le plus puissant aurait des problèmes avec quoi que ce soit. Clem explique que sa forme humaine limite ses véritables pouvoirs, mais le principal problème est les astuces bon marché et inconnues que les humains continuent d'utiliser contre lui. Il est en colère contre Alicia pour avoir gardé l'existence de la magie secrète, et à cause de cela, il lui dit qu'il va la punir. Il a déjà tué Betty, et le maître de Betty, Braco, s'enfuit pour sauver sa vie lorsqu'il tombe sur le corps de Neru. Il se retourne lorsqu'il trouve Luna assise juste à côté de Neru, et en tant que méchant qu'il est, il décide d'enlever Luna. Pendant ce temps, Alicia s'y précipite, ordonnée par Clem de venir immédiatement, et ce n'est pas comme si elle pouvait désobéir à l'un de ses ordres. Dans tous les cas, avant d'en arriver à la punition, elle demande à Clem ce qu'est cette fumée rouge, mais Clem ne lui répond pas. Au lieu de cela, il lui demande à propos de l'épée, et elle refuse de la lui donner, disant qu'elle a eu trop de mal à s'en emparer. Alors Clem ne s'en préoccupe pas et répond à sa question précédente, expliquant que cette fumée réduit l'essence des démons, et c'est pourquoi il a du mal à localiser Luna. Il a l'option de revenir à sa forme originale pour souffler cette fumée, mais s'il le fait, il craint que la grotte ne s'effondre. Alors il dit à Alicia de régler ce problème pour lui confiant la tâche puisqu'elle sait ce qu'est la magie. Alicia explique que bien qu'elle sache ce qu'est la magie, elle ne peut pas l'utiliser. Et honnêtement, Clem n'arrive pas à croire à quel point elle est inutile en tant que héroïne. Alicia lui reproche d'avoir tué les 11 autres héros, affirmant que certains d'entre eux savaient utiliser la magie, mais Clem l'ignore complètement et commence à regarder autour de la grotte lui-même. Alicia suit et demande à Clem ce qu'il fera si Braco a déjà blessé Luna. Clem répond que si cela arrive, son intérêt pour le monde humain prendra fin, laissant entendre qu'il détruira toute l'humanité. Ils doivent donc trouver Luna avant que Braco ne lui fasse quoi que ce soit, sinon des millions d'innocents souffriront. Puisqu'Alicia sait que Luna est la seule chose empêchant la destruction de l'humanité, elle n'a pas d'autre choix que de trouver le garçon. Elle commence à marcher avec Clem pour le trouver, et elle voit une traînée de sang. Elle vérifie le sang, voit que c'est du sang humain, et demande à Clem si Neru a été blessé. Eh bien, elle a raison, Neru est blessé et saigne. Mais Clem dit qu'il a pu arrêter le saignement pendant un moment, bien qu'il sache que cela ne durerait pas longtemps. En voyant la façon dont le sang est traîné sur le sol, cela ne peut signifier qu'une de deux choses, soit Neru s'est traîné pour sauver le garçon, soit quelqu'un traîne Neru. Eh bien, c'est la deuxième option. Cependant, personne ne la traîne. Au lieu de cela, c'est elle qui tient Broco par ses vêtements pour s'assurer qu'elle récupère Luna de lui. Plus tôt, Broco avait trouvé Luna et Neru par terre et avait pris le garçon. En essayant de le protéger, Neru continuait de s'accrocher à ses vêtements, s'assurant qu'il n'emporte pas le garçon. Broco est fatigué de l'hésitation de Neru à sauver le garçon. Il demande à Neru jusqu'où elle ira et insiste sur le fait que c'est seulement le garçon qu'il veut. Il se souvient que lorsqu'il a trouvé Luna, il avait essayé de s'approcher de lui, mais Luna a repoussé sa main et a crié. Le cri de Luna brise la lampe qu'il tient. Il réalise que Luna a un pouvoir magique et que la magie qu'il détient est encore plus grande que la sienne. Il confirme que Luna a le sang de Hayden, et cela lui suffit. Réalisant que le garçon est utile, il veut l'emmener. Pour l'instant, comme Neru n'est pas prête à lâcher ses vêtements, il insiste sur le fait qu'il va couper la main de Neru et partir. Avant qu'il ne le fasse, Alicia apparaît et l'arrête. Il est choqué qu'Alicia soit encore en vie et demande ce qui est arrivé au gang qu'il avait envoyé pour la tuer. Eh bien, si ces garçons rampaient, ils auraient atteint le paradis maintenant. Elle lui fait la faveur de répondre à la question. Clem rejoint la conversation et parle de la façon dont il va punir Broco. Broco réalise que Luna est sa seule issue, alors il prend son épée et la place sur les mains de Luna, disant qu'à chaque pas qu'ils feront, il coupera les doigts de Luna. Clem s'en moque, mais Alicia l'arrête. Clem insiste que même si Broco coupe les mains de Luna, il peut les ressusciter. Les ressusciter n'enlèverait pas la douleur, donc Alicia n'aime pas cette idée. Elle dit à Broco qu'elle veut négocier. Broco est prêt pour cela, alors Alicia lui dit qu'elle a l'épée du héros qu'il veut
Elle la sort et lui dit qu'elle est prête à la laisser partir pour le garçon. Elle jette l'épée contre le mur et lui dit qu'il a deux options. La première est de laisser tomber le garçon et d'utiliser ses deux mains pour prendre l'épée, ou de prendre le garçon et laisser l'épée. Broco rit. Le fait qu'Alisha soit prête à se séparer de cette épée signifie que le garçon est très important. Cela signifie qu'il a effectivement le sang des Hayden, et Broco ne pense pas qu'une seule épée suffise à le faire renoncer au garçon. En conséquence, il dit qu'il ne laissera le garçon que s'il obtient l'emplacement des autres épées. Alisha hésite à lui donner l'information, mais Clem lui dit que ce ne sont que quelques épées et qu'elle peut simplement les abandonner. Les épées sont toutes au même endroit, et même si Broco a le pouvoir, il ne peut pas y accéder. Les épées sont au Mont de la Lune, l'endroit où Clem les avait toutes attaquées. Elle dit à Broco l'emplacement des épées, et Broco rit. Il a l'impression de les avoir trompés pour obtenir ce qu'il veut, mais il ne sait pas qu'ils ne sont pas des idiots. Il sort une poudre magique et la verse sur lui-même, se vantant qu'il obtiendra l'épée pour lui-même. Il devient invisible et Luna commence à pleurer. Broco se parle à lui-même de comment il laissera cette épée particulière et ira chercher les 12 autres épées. Il prend congé, supposant que les autres ne peuvent pas le voir. Cependant, il est choqué de voir Alisha le frapper. Il demande comment Alisha a pu le voir, sans parler de le frapper, mais elle lui dit que bien qu'elle ne puisse pas le voir, elle pouvait l'entendre, qu'elle pouvait entendre l'enfant pleurer et qu'elle pouvait entendre Broco se vanter de ses pouvoirs. Elle lui dit qu'il ne peut pas être aussi puissant qu'il le souhaite, et qu'il restera toujours faible. Clem reprend Luna et nettoie la poudre du corps du garçon en se préparant à partir. Alisha demande ce qu'il compte faire avec Neru, mais il ne dit rien. La fille a été trop blessée. Son corps est endommagé, il peut la guérir, mais cela demandera beaucoup et il ne pense pas qu'elle en vaille la peine. Alisha pense autrement, elle croit que Neru a sauvé l'enfant jusqu'à la fin et cela montre à quel point elle voulait que l'enfant aille bien. Elle insiste que si elle était la mère de Luna, elle voudrait sûrement que Luna vive. Clem lui rappelle qu'il ne peut utiliser son sang magique que sur une personne à la fois. Et si c'est pour Neru, cela signifie qu'Alisha pourrait devoir mourir. Alisha est déjà morte une fois et mourir à nouveau ne serait pas un gros problème. Elle insiste sur le fait qu'elle est une héroïne. Sauver des gens est sa raison d'être et elle se souvient que son père lui avait dit la même chose en grandissant. Clem prend le sang d'elle et le transfère dans le corps de Neru. Neru se réveille choqué d'être en vie. Elle demande à Clem s'il est celui qui l'a sauvé, mais il dit non. Il révèle que c'est Alisha qui a pris la décision et si elle veut remercier quelqu'un, elle devrait remercier Alisha. Il commente que peu importe à quel point Alisha est forte, elle reste humaine et dit que dans quelques minutes, elle se réveillera. Tout comme il l'avait prédit, Alisha se réveille et attrape immédiatement son épée. Elle est contente que l'épée soit toujours là. Clem donne Luna à Neru et l'appelle par un nouveau nom, Neruru. Il lui dit qu'elle est renaître et que maintenant, son nom doit changer. Elle doit le suivre. Neruru tient Luna contre sa joue avec bonheur en pensant au voyage à venir, espérant qu'elle ne sera pas un fardeau. Le voyage de 3 personnes est maintenant devenu un voyage de 4. Comment cela va-t-il fonctionner ?